Bonjour, c'est Louis. On se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo où j'ai décidé de venir vous parler de mode masculine. C'est un sujet qui est hyper intéressant parce qu'il est en plein essor en ce moment, il y a pas mal de choses à dire, donc on y va, c'est parti. Avant que la vidéo commence, je vous invite à venir me suivre sur Instagram, c'est là où je poste pas mal de choses, vous pouvez m'envoyer aussi des messages où j'essaie de répondre le plus rapidement possible en tout cas. Vous avez tous les liens qui sont en barre d'infos, donc voilà. Et on attaque de ce pas sur notre sujet qui est donc celui de la mode masculine. Souvent considérée comme inintéressante, on se rend compte depuis quelques années qu'il y a un réel essor autour de celle-ci. En termes de chiffres, la mode masculine, ça représente à peu près 425 milliards de chiffres d'affaires annuels et sur toute la planète. Et en France, c'est 7 milliards. Donc c'est déjà une part énorme. On estime à peu près une augmentation de 2,7% sur ce chiffre d'affaires jusqu'en 2027. Donc si vous regardez cette vidéo en 2027, sachez que apparemment le chiffre d'affaires de la mode masculine n'augmentera plus. Sinon, ça se passe bien en 2027. Genre, c'est pas trop la merde ou pas? Ou ça va? Jacques Mus existe toujours. Est-ce que Maria Grazia Curie est toujours chez Dior? On constate aussi que la mode masculine est un marché d'essor dû à une chose, c'est que le marché de la mode féminine est complètement saturé et du coup ne voit plus d'évolution particulière. Si on s'attarde un peu plus sur le comportement du consommateur, du client masculin classique, on se rend déjà compte que l'homme est une gigabouse en shopping. Il aime pas ça, ça l'intéresse pas, pour lui c'est une perte de temps, donc voilà. Mais quand même, ce narvalo trouve ça important d'avoir une bonne image et d'estimer qu'il est bien habillé. Faut que ça biche quand même, l'image c'est important. On a déjà fait un pas en avant parce qu'il y a quelques années c'était pas ça. On sait aussi que les hommes ont tendance à préférer les pièces plus durables et plus qualitatives qu'à la femme parce que ça leur évite d'aller faire du shopping justement, que d'acheter, par exemple si ils achètent une chemise qui va leur durer 3-4 ans, ils n'auront pas besoin d'aller la changer dans 6 mois. Donc on sait que les hommes vont dépenser moins souvent mais plus à un instant T. 76% des hommes souhaitent être conseillés ou recherchent du conseil dans l'achat de leurs vêtements. Donc ça c'est hyper intéressant parce que ça montre que certes ils savent pas faire du shop etc, mais que de l'autre côté ils cherchent quand même à faire de leur mieux et à pouvoir acheter des pièces, en tout cas d'être conseillés de manière à pouvoir être sûr d'acheter des choses qui leur conviennent bien. Si on regarde un peu la mode masculine, on se rend compte que depuis les années 80, 90 et 2000, on commence à avoir un essor et un intérêt entre grosses guillemets pour la mode masculine, notamment pour le secteur du luxe où on va avoir des marques comme Thierry Mugler, comme Versace, comme Yves Saint Laurent qui vont lancer leur ligne de prêt-à-porter masculine et c'est vraiment à ce moment-là. On se rend compte quand même que cependant, quand prêt-à-porter est dit classique, on est sur du vêtement très basique, il n'y a pas réellement de style, mais vraiment du vêtement. Donc c'est-à-dire qu'on va être sur un jean, un pull, une paire de chaussures, voilà. En fait, ça va vraiment être ça. On notera quand même l'effort de deux grands designers au niveau de la mode masculine, à savoir Tom Ford chez Gucci et Hedi Slimane qui a apporté une réelle vision nouvelle au niveau du vestiaire masculin, dans un premier temps chez Yves Saint Laurent et ensuite chez Dior. Il reviendra ensuite chez Yves Saint Laurent où il réalisera le reboot qu'on connaît tous en 2012. Voilà. Vers 2010-2015, sur ces 5 ans-là, on va avoir l'émergence de blogs dans un premier temps. Je pense notamment aux blogs Beau comme un camion et Bonne Gueule qui vont vraiment aider les hommes à s'habiller sans parler forcément de mode archi pointue, tendance, etc. On n'est pas du tout là-dessus. On va beaucoup plus être sur le choix des matières, le choix des coûts, comment s'habiller un peu plus casual, comment distinguer une tenue casual. Enfin, en fait, ça va vraiment être le b.a.-ba et ça va cartonner. Aujourd'hui, Bonne Gueule, c'est un blog, sa propre marque de vêtements avec des boutiques, etc. À partir de là, on a un réel essor du coup, comme je vous le disais, des blogs masculins et on va avoir la naissance des blogs masculins de niche qui vont traiter par exemple du costume. Je pense par exemple à Parisian Gentleman qui est un blog de mode sur tout ce qui va toucher à l'univers sartorial, donc le costume masculin. Le fondateur de Parisian Gentleman qui est Hugo Jacomet est aujourd'hui considéré un peu comme le Anna Wintour, j'emploie de grosses guillemets parce que voilà, mais le Anna Wintour de la mode masculine. Donc voilà.
voilà, on se rend vraiment compte que en plus de ça, ils prennent une certaine influence, un certain pouvoir. Donc voilà. On se rend compte qu'il y a de nouvelles marques à peu près à la même époque qui émergent. Je pense notamment à Bonne Gueule, à Fago, au Jean Ultime. Ce qui est intéressant en fait dans cet essor des marques de mode masculine, c'est que c'est du coup un marché qui est encore malléable parce que pas beaucoup de choses ont été faites. Et du coup, on va avoir de vraies valeurs qui vont s'instaurer, comme celle de la slow fashion, de l'éco-responsabilité et aussi de répondre à ces questions de stock qui sont des vraies questions primordiales, car même si on les voit pas forcément en tant que grand public, un stock qui nous reste sur les mains, c'est de la production en trop, c'est du déchet en fait finalement. C'est des valeurs qui sont faciles à implanter dans la mode masculine parce que, comme je le disais, cette industrie est encore malléable, également parce qu'elle n'est pas intoxiquée entre guillemets par un nombre incalculable de tendances de style, également tout simplement parce que le consommateur masculin ne réfléchit pas du tout comme le consommateur féminin et sa fréquence d'achat est pas du tout la même et du coup ça joue. C'est à partir de là qu'on va avoir la naissance du bobo parisien finalement, à proprement parler, ce que j'appelle à titre personnel l'hétéro-tolérant, voilà. Finalement, on va se rendre compte que dans la stratégie des marques, on va avoir beaucoup plus de mise en avant de l'homme. C'est quelque chose qui est nouveau en fait, étant donné que voilà, c'est un parti pris. Vers le 2015, 2016, 2017, on est vraiment sur un paysage mode qui commence déjà à être assez développé. Voilà, donc on a eu l'émergence de toutes ces marques-là qui sont moyenne gamme, haut de gamme, comme je vous en parlais, et une qui synthétise vraiment ça et qui est un peu l'archétype de ce mouvement-là, ça va être la marque Ami qui va vraiment luxifier tout cet univers-là et être mise sur le devant de la scène. Niveau luxe aussi, ça bouge, on se rend compte que le marché de la mode masculine est vraiment porteur et on mise beaucoup dessus avec par exemple la nomination de Virgil Abloh chez Louis Vuitton, la nomination de Kim Jones chez Dior et également l'émergence de créateurs comme Riccardo Tisci chez Givenchy puis chez Burberry, ou encore par exemple la collab suprême qui est la quintessence également du luxe qui fusionne avec le streetwear, qui est un très très gros mouvement au sein de la mode masculine. En 2018, on a l'ultra émergence et surtout la naissance de Jacquemus l'homme, qui là encore va encore marquer un tournant, puisque on pose cette question de genderless qui était déjà intéressante et qui arrivait déjà sur le devant de la scène, mais pour l'homme c'est vrai que ça reste assez intéressant étant donné que on va avoir notamment le chiquito à l'homme, qui est quand même la première fois où on voit un sac de mode féminine avec le chiquito qui a une forme quand même très féminine et qui est presque caricaturale du sac féminin décliné à l'homme, et ça c'est vraiment nouveau et pour ça bravo. Pour aller encore plus loin, on a aussi l'émergence du designer de mode Ludovic de Saint-Cernin qui lui va beaucoup plus créer un nouvel archétype de l'homme, c'est-à-dire un peu l'homme fatal et presque comme une évolution finalement du grunge à l'époque des années 90. Aujourd'hui en 2020, on aurait l'homme Ludovic de Saint-Cernin entre guillemets qui s'inspire beaucoup des codes grunge, des codes LGBT underground, etc. et qui va mettre aussi en avant, ça va être l'un des premiers designers de mode qui va créer de la lingerie masculine au-delà des marques par exemple de niche au niveau par exemple des communautés LGBT ou de la lingerie en tout cas masculine qu'on connaît du style Christian Andrew ou ce genre de marques là ou Petit Cul, qui sont des marques vraiment très axées communauté LGBT et sans forcément parler au grand public, donc voilà. C'est lui qui va la luxifier pour la première fois et apporter justement cette touche créateur qui n'existait pas. Si on analyse son style, on se rend compte que c'est ultra cru et en même temps hyper poétique et doux. Il n'y a aucune censure dans ce qu'il propose. Moi je me souviens quand j'avais découvert la marque par exemple, il y avait un espèce de bijou de corps si vous vouliez qui était en forme de string en diamant et on voyait en fait le pénis du mannequin et le pénis était affiché sur la page produit. Et on voyait, il y avait aucun floutage ni rien, il y avait un pénis. Donc voilà. Finalement, on pourrait presque parler d'ultra porno chic quand on regarde tout ce qui se passe en ce moment avec ces designers-là, justement. Il y en a d'autres, je pense à très très jeunes créateurs, Midi 25, à la marque de lingerie par exemple, Lick Your Sex Tape, ou un peu plus dans l'univers de Ludovic de Saint-Cernin comme Louis Gabriel Nucci.
Et on va s'arrêter un peu plus par exemple sur la marque Lick Your Six Tape, qui est en fait une marque de lingerie pour hommes et qui est hyper intéressante parce que le plan de communication est complètement disruptif de par le fait que ils ont leur page Instagram, mais là où ils communiquent le plus, c'est sur Twitter, parce que sur Twitter, la pornographie est autorisée, et cette marque collabore avec des acteurs porno, ils retweetent sur leur page des scènes plus qu'érotiques entre deux hommes, donc voilà. Et du coup, ça crée vraiment un univers de marque extrêmement alternatif, extrêmement disruptif et hyper trash, ce qui est hyper intéressant, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'ultra porno chic. Pour conclure cette vidéo, je dirais que je trouve ça intéressant ce qui se passe en ce moment dans l'univers de la mode masculine parce que ça fait du bien. Enfin, on a le droit à des vêtements plus diversifiés, enfin on a le droit à des vêtements plus libres, qui changent, qui sont différents. Et je pense que c'est intéressant aussi de faire le parallèle avec tout ce qu'on vit en ce moment et notamment la tendance 70s qui est hyper intéressante puisqu'elle se superpose parfaitement à l'état d'esprit dans lequel on est par rapport à celle des années 70 où la question de genre a été remise en question, où la question des minorités était remise en question également. Donc voilà, et c'est vrai que c'est hyper intéressant et voilà, je pense que je vous ferai une vidéo sur la tendance des années 70 parce qu'il y a pas mal de choses à dire et c'est un peu plus profond qu'on ne le pense. Mais voilà. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!